Bonjour, vous êtes sur Radio Campus 106.6 DAP+. Bienvenue dans Bord de Seine, un autre format de Lire Théâtre. Nous vous proposons de prendre un autre chemin, sortir de la route habituelle de Lire Théâtre, afin de s'aventurer dans Bord de Seine. Un rendez-vous ponctuel pour parler des dessous et des figures marquantes du théâtre, de voir avec eux et avec elles l'évolution et la continuité de la décentralisation théâtrale et de la culture pour toutes et tous, de leur réussite, de leurs échecs, leurs conseils et leurs anecdotes, de comprendre avec eux les mécanismes du théâtre. Accompagnés de Géraldine Serbourdin et d'Hugo Mézine, nous recevrons Didier Thibault, ancien directeur de la Rose des Vents, scène nationale, et actuel président de la Commission Culture et Tourisme du Conseil économique, social et environnemental régional des Hauts-de-France. À toi la parole, Géraldine. De la nécessité du théâtre comme dehors citoyen. Il n'est pas question ici de nier la gravité de la pandémie mondiale qui nous touche et nous tue. C'est un événement historique, une tragédie collective qu'il est important de prendre en compte dans toutes les réflexions et projections sur l'avenir. Un cataclysme que le théâtre à sa façon interrogera, éclairera, complexifiera sans doute, et heureusement. Il est important et urgent de ne pas se tromper de cible, en condamnant par exemple, parfois une gouvernance défaillante, et en négligeant d'autres fois le danger et la voracité d'un virus conquérant. Une chose est sûre, le spectacle vivant nous manque depuis 1 an. Nous manquent des corps sur scène, des rires dans la salle, les annonces portables au début, le noir, le temps suspendu d'une représentation, la mémoire d'un geste, l'émotion d'une réplique qui se fait encore entendre en nous le lendemain, l'étrangeté d'un univers qui nous bouscule, le trouble d'une situation, la force d'une parole, l'intensité d'un silence. Ensemble qui nous manque d'autant plus que nous sommes gavés de blabla, gloses, commentaires, annonces de discours, discours sur, contre, avec, pendant, posture, débat, pléthore de mots formatés, éléments de langage, rhétorique de persuasion, prétérition, anaphore et répétition. Du grand oral au grand débat, nous sommes sommés de bavasser, babéler, renchérir et développer. Nous repaître des commentaires sur les commentaires, nous inspirer des humeurs sur les humeurs, nous rassasier des couches de mots sur couches de mots, des feuilletés indigestes qui noient le poisson et confinent le sens. D'autant plus que nous sommes privés de corps sur scène, de chair, de vraies adresses et de faux sang. Le dehors citoyen dont nous entendons parler, n'est-ce pas le théâtre qui nous l'offre ? La subversion d'un propos, le présent d'un texte, la singularité d'un univers, il est l'exact inverse du dedans avec les miens, télévisuel qui s'impose dans nos intérieurs et nous propose un simulacre d'échange maladroitement mis en scène et médiocrement joué par des bustes en costume et des bombes en décolleté. Les deux aux phrasés stéréotypés avec effet de manche et sourire en coin. Nous traversons une crise et nous sommes privés de ces lieux où on se récupère, où on se ressaisit, où on respire, où la mise à distance est salutaire par le détour de la fiction, du mythe, du conte, du travail de l'imaginaire. Travail de l'imaginaire, comme on dit travail du deuil, comme on dit travail de la parturiente, pour mettre au monde. Nous avons besoin que se travaille le sensible en nous. Nous avons besoin, pour ne pas être asphyxiés, que se mettent en jeu nos existences, pour que de la vie advienne, pour que de nos existences nous fassions des destins. Et plus prosaïquement, mais ça compte tout autant, qu'est-ce qui nous manque en vrai ? Le pot au bar avant, en attendant son amoureux, sa copine ou ses élèves, les potins en faisant la queue, le lourd assoupissement qui nous étreint immanquablement en écoutant Bérénice rimer son chagrin, la bière et les frites ensemble après le spectacle. C'est si bon de pouvoir le dire. Nous reste la littérature, la lecture des pièces que nous vous encourageons à pratiquer dans notre émission. Une expérience qui se révèle être moins solitaire qu'elle n'en a l'air, qui nous relie en tout cas beaucoup plus à notre humanité que le bavardage viral et toxique
dont on nous abreuve à tout vent. Merci Géraldine. D'ailleurs, pour parler de lieux de théâtre, nous recevrons aujourd'hui Didier Thibault, homme de théâtre qui fut pendant 30 ans à la tête d'une scène nationale. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour Didier. Merci de votre présence. Merci de votre invitation. On vous connaît notamment pour avoir dirigé une scène nationale importante en région Hauts-de-France, la Rose des Vents à Villeneuve-d'Ascq. Vous êtes aujourd'hui président de la commission de culture et du tourisme. En quoi ça consiste ? Alors d'abord, permettez-moi un petit mot pour dire qu'à chaque fois que j'entends un texte de Géraldine, je trouve ça, voilà, c'est toujours un grand moment d'écriture. Merci. Voilà. Merci Géraldine. Merci beaucoup. Voilà, donc oui, effectivement, après avoir quitté la Rose des Vents, donc il y a maintenant presque 2 ans, il y a 2 ans, mais j'étais déjà effectivement membre du Conseil économique et social régional. J'oublie toujours l'environnement, environnemental régional. Alors qu'est-ce que c'est ce Césaire ? C'est la deuxième chambre du Conseil régional. C'est la chambre consultative du Conseil régional. Qui est donc saisie, consultée par le Conseil régional et qui est composée à 3 tiers égaux de représentants de l'ensemble de la société civile. Donc le premier collège, c'est l'ensemble des employeurs, les patrons. Donc il y a le MEDEF, il y a la CGPME, les organismes, les professions libérales. Enfin voilà, c'est le premier collège, ce sont les employeurs, le monde économique, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce, enfin, etc. Donc le représentant du monde économique. Le deuxième collège, ce sont les représentants des syndicats, des organisations syndicales de salariés, organisations représentatives, donc CGT, CFDT, FO, etc. Et puis il y a un troisième collège qui est constitué de la diversité de la société civile. Donc il y a les présidents d'université, les représentants du monde médical, et les représentants du logement, etc. Et moi, je figure dans ce conseil économique au titre des organisations culturelles, des entreprises culturelles de la région, donc qui m'ont désigné, enfin en tout cas qui m'ont proposé au préfet, puisque c'est le préfet qui nomme ce conseil. Et puis, il se trouve que on m'a demandé depuis plusieurs années déjà d'animer la commission culture et tourisme. J'y ajouterai culture et tourisme pour tous, puisque c'est l'ambition, effectivement. Vous avez prononcé le mot tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, notre commission travaille sur des propositions, fait des propositions, ce qu'on appelle des préconisations. Donc, on élabore des rapports avis qui prennent du temps, puisque par exemple hier, nous sommes allés à la rencontre de la petite ville de Villers-Cotterêts, qui s'apprête à recevoir, dans lequel se rénove le château de Villers-Cotterêts, qui doit devenir le centre international de la langue française, par exemple. C'est un peu comme l'arrivée du Louvre à Lens. Dans cette petite ville de 11 000 habitants, va débarquer comme ça un mammouth, la caisse des monuments historiques, du centre des monuments nationaux. Et donc on travaille actuellement sur un rapport qui est de comment la culture, le tourisme peuvent contribuer à la revitalisation des villes moyennes dans cette région, les villes moyennes constituant l'ossature de cette région, en dehors des métropoles, des 2 métropoles. Et plus globalement, donc, on travaille sur les problèmes d'inégalité d'accès à la culture, inégalité territoriale. Il y a un terrible gap entre l'aménagement culturel du territoire dans le nord des Hauts-de-France et dans le sud, où il y a vraiment un désert, véritable désert culturel dans certaines zones des Hauts-de-France. Donc on fait des propositions. Et y compris, on vient de sortir effectivement une contribution sur le post-Covid, enfin la situation post-Covid. Alors on était un peu optimiste parce que la crise n'est pas finie, loin de là, dans les métiers de la culture et du tourisme. Comment réinventer, après Covid, ou en tout cas, comment infléchir la politique culturelle du Conseil régional compte tenu de cette situation nouvelle. Et c'est vrai aussi pour le tourisme, puisque
voilà, nous faisons des propositions, effectivement. Non, voilà, c'est le rôle du Conseil économique de rendre des avis et de faire des propositions au Conseil régional, au préfet, au département éventuellement. Enfin voilà. D'ailleurs, comment on fait de la culture en région ? Comment on fait de la culture en région ? Alors, parce que là, vous parlez par exemple des déserts dans le sud des Hauts-de-France. oui. Quels moyens on a pour lutter contre ça, justement ? Ah, vaste question. Oui, je me doute. Faut d'abord souligner quand même que notre région, avec la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, a hérité de situations très différentes. Il y avait dans le Nord-Pas-de-Calais un maillage de structures culturelles très importantes, 7 scènes nationales, 2 centres dramatiques. Enfin, il y avait donc un maillage d'institutions culturelles très développé, ce qui était beaucoup moins le cas en Picardie, où il y avait certes un réseau de théâtres municipaux et puis d'autres types d'interventions. Mais voilà, donc il y a ce retard historique, je dirais, du sud de la région, et qui n'est pas simple à rattraper, puisque voilà, nous ne voulons pas qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul, bien évidemment. Donc l'idée n'est pas forcément de créer partout des mini-scènes nationales ou des théâtres, voilà, mais de faire que on puisse inventer des dispositifs qui permettent d'aller à la rencontre des populations qui sont le plus éloignées, je dirais, de centres métropolitains, par des systèmes de résidence, par des systèmes de présence dans les territoires, d'artistes dans les territoires. Vous disiez que vous aviez envisagé un post-Covid, mais comme on est dans le Covid, oui. Comment on réfléchit en ce moment alors à résoudre Alors, première chose peut-être qui reste plus que jamais d'actualité, c'est la question des solidarités financières, à savoir que l'ensemble des financeurs publics, l'État, la région, maintiennent leurs subventions, même si les théâtres ne reçoivent pas de public, même si les artistes sont en répétition, mais pas face au public. C'est comment maintenir vivant le tissu qui permettra le redémarrage. Donc, première chose, c'est et c'est vrai que l'État a fait des efforts considérables, ainsi que la région, pour continuer à subventionner les structures. Les compagnies, mais pas toutes, parce qu'après, il y a c'est vrai que les compagnies subventionnées le sont restées, mais d'autres qui étaient au projet... elles sont mises en péril, les jeunes compagnies ? Terriblement, les auteurs, les auteurs isolés. Donc, alors, il y a des dispositifs, mais qui, hélas, ratissent pas suffisamment large. Donc ça, c'est la première chose, c'est maintenir. Et puis, le danger, c'est que les villes lâchent. Le maillon faible de ces financements, c'est bien sûr les collectivités locales. À Calais, par exemple, la ville de Calais qui a baissé sa subvention, certaines villes dans l'Oise. Enfin voilà, il y a un vrai danger de rupture de cette chaîne de solidarité financière. L'autre aspect qui est directement lié aux intermittents, c'est bien évidemment cette question pour lequel les intermittents se battent d'ailleurs en ce moment. C'est la question de l'année blanche, et qu'on aille au-delà de l'année blanche d'ailleurs, puisque l'activité ne va pas reprendre comme ça. Même si on réouvre les théâtres, forcément ce sera dans des conditions plus difficiles. Donc ça c'est la deuxième condition financière. D'ailleurs, vous parliez justement de ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ça, sur la situation actuelle des intermittents et des intermittentes en France, des théâtres occupés aussi ? Oui, alors, effectivement, pour l'instant, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'effectivement, ce mouvement, certes, il s'est répandu, il y a 170 théâtres occupés. Après, la question, c'est comment réussir dans le climat actuel où chacun est devant son propre mur, devant sa propre... comment créer effectivement un mouvement de solidarité qui permette réellement de faire pression sur le pouvoir. Et puis, il faut dire les choses. Certes, il y a les intermittents, mais j'ai envie de dire, il y a aussi tous les précaires et comment le Covid
a mis des tas de gens en situation d'extrême difficulté. Donc, je comprends à la fois la solidarité entre ces différentes catégories. Voilà, c'est... Après, les intermittents ne se battent pas seulement pour eux. Voilà, Hein. c'est pour ça. Ils ratissent très large aussi et voilà. Oui. Leur lutte, ils parlent d'une convergence des luttes. Pardon. Oui. Je voulais aussi avoir un mot sur les Molières qui sont annulés. Ce que vous en pensez, parce que c'est quand même une vitrine du théâtre pour le grand public. Oui, j'en pense pas grand-chose. Moi, pendant des années, nous nous sommes battus au syndicat des directeurs, au Synléac, pour boycotter. Il y a eu une période où nous voulions absolument boycotter ce qui nous semblait être un cache. En tout cas, nous ne nous sentions absolument pas concernés. Alors, il y a certes, effectivement, les Molières pour le théâtre public. Voilà, moi, je suis un peu... Est-ce qu'il est bon être directeur de salle aujourd'hui ? Oh là, mon Dieu. Justement, puisque vous l'avez été, hein, et d'une scène nationale qui a une réputation internationale, la Rose des Vents. Merci. Pendant 30 ans, vous avez formé nombre de spectateurs, hein, on en témoignera après. Et qu'est-ce que vous en pensez justement d'être directeur de salle aujourd'hui ? Ma première réflexion, c'est de dire ouf, je suis parti avant la crise, avant la catastrophe. Je pense que c'est très très dur psychologiquement. D'abord parce qu'il faut maintenir la cohérence d'une équipe. Et puis comment faire vivre ces maisons, alors certes, qui continuent à accueillir des artistes en répétition, mais qui sont coupés de leur public, enfin, qui ne voient pas leur public. Enfin, moi, effectivement, j'étais extrêmement soucieux attaché, de ce lien au public. Attaché à mes abonnés, à leur raconter des histoires. Enfin, voilà, le fil est coupé, quoi. Donc, il y a une chose psychologiquement, effectivement, terrible, de ne pas savoir quand on va réouvrir, de réouvrir dans des conditions... de maintenir un lien par le numérique, alors, pour le spectacle vivant. Oui, alors effectivement, je pense que effectivement le numérique peut être un outil, mais c'est plus un outil de médiation. Ça, tout ce que ce texte lu tout à l'heure par toi, Géraldine, racontait, c'est ce qui fait l'âme du spectacle. C'est ce moment magique, et ça, le numérique ne le permet pas. Donc voilà, le numérique est un pis-aller. Alors, je pense que c'est bien que plein de structures culturelles, de scènes nationales, de théâtre ont utilisé cet outil. Et une des propositions d'ailleurs du Césaire, c'est que la région mette en place une véritable plateforme numérique permanente. Finance effectivement dans la région. Un genre de culture box, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, mais bon, oui. Non, mais pour mais faire mieux, ça, mais en mieux. J'espère. En mieux. Donc ça, c'est une des propositions qu'on a faites. En même temps, c'est un instrument coûteux. Ça coûte cher la diffusion numérique. Faut pas. Après, on peut passer peut-être via des plateformes comme YouTube ou. Oui. Après là, j'empiète sur votre travail. Oui. Il ne faut pas que la région crée une télévision spécifique. Il faut qu'elle puisse utiliser les outils existants. Mais... Et je voulais savoir, on a quand même la chance dans le Nord d'avoir 4 chaînes de télévision. Pardon, on a WEO Lille, Picardie et BFM Lille, BFM Grand Littoral. Oui, et FR3 surtout. Et FR3, bien évidemment. Excusez-moi, oui, je suis. Ils font quoi ? Est-ce que vous avez un dialogue avec eux pour diffuser ou continuer ce lien ? Parce que alors là, franchement, ils ont tout intérêt à transmettre ce lien de culture dans la région. Oui, il faut les en convaincre. On essaye, croyez-moi que de notre côté... Par ailleurs, la région finance, participe au financement de ces chaînes. Donc, effectivement, le cahier des charges de ces chaînes devrait... prendre en compte ce besoin de culture. Après, il y a d'autres outils. Je pense qu'il y a plein de travail qui s'est fait dans les classes en petite forme. Pour garder le lien, ou pas seulement dans les classes, mais dans des lieux restreints comme ça. Donc, mais bon, ça ne remplace pas la magie du soir, là, quand le rideau, tout le monde n'a pas de rideau, mais quand
quand le plateau, enfin, quand le spectacle commence. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre parcours, de comment vous en êtes arrivé à être directeur de la Rose des Vents? Oui, Et qu'est-ce que c'était pour vous? Qu'est-ce que ça a représenté de construire un tel lien de fidélité, de construire une telle identité à ce lieu? Alors, effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, effectivement, parce que j'ai connu la période bénie de l'envol culturel de cette région. Dans les années 70, donc au début, à la mi-temps des années 70, il y a eu un formidable mouvement de mise en place de ce qu'on connaît aujourd'hui, de ce réseau extraordinaire qu'on connaît aujourd'hui. Donc, bon, j'ai d'abord, moi, eu une expérience d'élu local, enfin d'élu à Lille, à la ville de Lille, donc une expérience politique, mais et où je me suis particulièrement attaché aux questions culturelles. J'étais un militant politique. Et il se trouve que c'est le moment où Lille a eu un grand festival de musique. Et il y a eu parallèlement d'ailleurs ce qu'on a appelé le Carrefour international du théâtre, qui a été une initiative de quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Louis-François Caude, oui. et Cyril Robichet, et qui m'ont permis par exemple de voir, de découvrir plein de pièces, je pense par exemple à Tadeusz Kantor, La classe morte, un choc. J'avais eu la chance aussi au lycée, grâce à des gens comme vous, comme toi, Géraldine, pardon, je vais te tutoyer parce que merci. C'est la vie. Merci au nom de tous les collègues enseignants. Oui, au nom de tous les voilà, d'avoir un prof de français qui m'avait fait découvrir le Living Theatre dans les années 68. Donc voilà, quelques chocs comme ça qui ont laissé des graines et qui ont fini par germer. Alors j'ai travaillé à l'Orchestre national de Lille pendant 5 ans, au début de l'orchestre, c'était le début. Donc j'ai eu cette chance de travailler là-dessus, qui est un grand monsieur. Je viens de fêter ses 85 ans. Et puis je me suis décidé à postuler sur à l'époque un centre d'action culturelle qui était en totale déconfiture. C'était sur la Côte d'Opale. Donc je suis parti à Boulogne-sur-Mer pour créer c'était l'époque où Jacques Lang avait mis en place des contrats de développement culturel de territoire. Donc pendant 4 ans, j'ai dirigé un petit centre d'action culturelle, ça s'appelait un centre de développement culturel à l'époque. CDC. Un CDC, voilà. Et puis, où je suis resté 4 ans, et puis j'ai postulé à la Rose des Vents, voilà, en 88, donc je suis devenu directeur en 88. Pour rappeler peut-être que la Rose des Vents est une scène nationale, oui. Et pour nos auditeurs, une scène nationale n'est pas nécessairement dirigée par un artiste. C'est même, oui, c'est contrairement même à un CDN. Voilà, c'est par rapport à un centre dramatique. Voilà, donc c'est lui dirigé par un artiste, oui. Voilà, donc diriger une scène nationale, c'est être un dénicheur de talent avant tout. Oui, c'est plein de métiers à la fois. Oui. Effectivement, c'est d'abord diriger une équipe, parce que une scène nationale, c'est un ensemble de fonctions, un ensemble de métiers, avec des gens passionnés, des gens qui ont la sensation de participer à une aventure collective. Donc, en tout cas, il faut les embarquer pour qu'ils aient ce sentiment d'appartenir à une expérience collective. Donc, c'est être chef d'entreprise. Excusez-moi, c'est pas bien sûr. Chef d'entreprise dans le bon sens du terme. C'est aussi être un responsable administratif et financier, parce que c'est des subventions publiques, et qui dit subvention publique dit service public, donc dit aussi contrôle, dit aussi dépense de l'argent public. Donc, d'ailleurs, comment on travaille avec les services publics quand on dirige un lieu ça s'apparente à des missions de service public. C'est pas un service public. Je n'étais pas fonctionnaire. C'est un statut privé. Mais
inspiré par l'esprit de service public. C'est-à-dire c'est de l'argent qui sert à... Les subventions, ça sert à quoi? Une subvention, ça sert à faire que le prix des places soit... ça finance effectivement les spectateurs. S'il fallait effectivement appliquer le coût réel de la production, répercuter le coût réel des productions sur le prix des billets, il n'y aurait pas grand monde dans les salles. C'est tout l'inverse du théâtre privé qui, lui, on paye la place réelle. Voilà, et encore, le théâtre privé est largement subventionné, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'il y a le fonds de soutien au théâtre privé, différents dispositifs qui permettent au théâtre privé quand même de bénéficier de subventions publiques, en tout cas à Paris. Donc voilà, alors après, c'est bien évidemment, c'est construire un projet artistique, c'est-à-dire... faire des choix artistiques, c'est-à-dire raconter une histoire, et pas dans l'éclectisme, ou en tout cas cet éclectisme, il doit aussi se fonder sur un fil conducteur, c'est-à-dire on raconte, Quel a été le vôtre? Quel a été l'ADN? Oh, alors ça j'ai envie de dire, ça a changé 30 ans. Oui. Être directeur c'est aussi sentir ce qui change, ce qui bouge dans le monde et dans le théâtre. Pressentir même, non? Pressentir, oui, et même essayer parfois d'anticiper, d'être à l'avant-garde, l'avant-garde, oui. Un vieux mot, mais... Dans l'innovation, en tout cas. Oui, et puis faire bouger les choses, y compris à l'intérieur du théâtre lui-même. Je pense par exemple qu'il y a différentes phases de mon regard artistique sur le théâtre. De la même manière qu'on n'est pas naturellement directeur, on le devient, on n'est pas naturellement directeur artistique. Je veux dire, c'est une école, quoi. Ça s'apprend. Non, ça se construit. Le regard, les choix... D'autant plus que vous dirigez un lieu qui était pluridisciplinaire. Oui. Et qui s'inscrivait dans une démarche avec l'Europe. Oui, alors ça c'est venu plus tardivement, pluridisciplinaire. Alors en faisant attention à ça, c'est-à-dire en ayant une colonne vertébrale, c'est-à-dire c'est pas un panier, le panier de la ménagère avec un peu de danse, un peu de musique, un peu de chansons, etc. Alors ce qui peut justifier dans certaines scènes nationales, dans certains lieux qui sont seuls sur un territoire, et qui ont une responsabilité à l'égard du public, d'avoir un panel plus large. Moi, j'avais cette chance d'être dans une grande métropole, où il y avait déjà un orchestre symphonique, des centres de musiques actuelles, toute une palette qui fait que moi, j'ai pu me concentrer cette pluridisciplinarité sur essentiellement le théâtre et la danse. Et il se trouve que... alors, si au début de mon mandat, j'ai fortement mis l'accent, par exemple, sur les auteurs, sur l'écriture théâtrale, parce que aussi ça correspondait à une réalité du théâtre à ce moment-là. Toute une nouvelle école, toute une génération d'auteurs. J'avais d'ailleurs associé Daniel Lemayeux, par exemple, à la scène nationale, mais il y avait Cantarella. Il y avait toute une pléiade d'auteurs. Et c'est vrai que... et puis en Belgique aussi. Alors bon, effectivement, très vite, la proximité... le côté transfrontalier fait que je me suis beaucoup tourné vers Bruxelles, vers les théâtres belges, en premier lieu wallon au début, où il y avait cette même effervescence d'auteurs, Piem, Louvet, il y a eu cette première phase. Et puis, assez vite, je dois dire, mon regard sur le théâtre a changé, c'est-à-dire, et je dis surtout pas que il y a un vieux débat qui traîne encore, qui est un peu calmé sur le théâtre de texte, théâtre, et autres. Alors c'est vrai que à un moment donné, moi j'étais dans une sensation d'étouffement par rapport à un théâtre un peu comme ça, sans un peu exsangue, quoi. Un théâtre où il n'y avait plus de corps. Désincarné. Désincarné, oui, une chose un peu où
ce que Roland Fichet, autre auteur de l'époque, appelait les pics de l'intime. Alors, je ne trouvais plus rien d'épique dans ce théâtre de l'intime. Et donc, c'est vrai que je me suis aussi fortement intéressé à cette question du corps, grâce notamment à un metteur en scène que j'ai beaucoup soutenu et qui a été longtemps mon complice, qui était Jean-Michel Rabeux. Voilà, qui a marqué joué des générations de spectateurs. Oui, absolument. Qui a joué un rôle important dans l'évolution de mon regard aussi. Parce que on les se artistes construit mutuellement. Voilà, fait, oui, entre ce qui artistes et fait l'intérêt aussi dans ce rapport permanent à des artistes, c'est aussi de se construire soi-même, de construire d'abord son regard, sa culture, voilà, d'être confronté à un autre regard sur d'être éponge. Et donc, je me suis beaucoup intéressé effectivement à la danse contemporaine, au corps. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai peut-être pu mordre le trait en disant oui, il n'y a de bon théâtre qu'un théâtre qui ne soit pas un théâtre de texte, en fait. Mais ce que je n'aimais plus, en fait, c'était ce théâtre français. Enfin, j'avais beaucoup de contacts à l'étranger et ça revenait tout le temps, ce qualificatif. The French Boring Theatre, le théâtre français ennuyeux. Voilà, c'était vraiment... et puis, cette présence de plus en plus forte de la danse contemporaine, enfin la capillarité qui s'est produite, enfin les mélanges, le métissage des formes qui s'est produit dans cette rencontre entre le théâtre et la danse a produit toute une nouvelle génération de metteurs en scène qui ont effectivement, sans abandonner le texte, et Dieu sait que moi, j'aime bien évidemment le théâtre de texte, mais ont utilisé l'image, le décor, d'autres éléments, d'autres supports que le texte. Donc voilà, ça a été pour moi. Et puis donc, il y a eu cette ouverture de la Rose des Vents sur le monde, quoi. Enfin, voilà. Justement, quel est le travail d'accompagnement des artistes en tant que directeur ? C'est vraiment très... Ça dépend des artistes. Voilà, ça dépend des artistes. Ça dépend des directeurs. Il y en a qui se laissent accompagner, d'autres pas, peut-être. Voilà, exactement. Et puis il y a les directeurs qui sont un peu trop omniprésents. Voilà, qui ont tendance à se prendre pour le... Voilà, moi, j'ai jamais eu la moindre frustration de metteur en scène, quoi. J'ai jamais eu envie d'être sur un plateau. Chacun à son endroit. Oui, c'est ça, c'est important. Donc il y a, je pense, des directeurs de scène nationale qui n'ont pas forcément le même point de vue et qui avaient... Non, moi, c'était accompagner un artiste, c'est d'abord comprendre son travail, l'aider éventuellement à formuler des choses sur le développement de son propre travail, c'est-à-dire aller dans tel ou tel sens, des choix de pièces, éventuellement aider donner éventuellement des choix de distribution, mais une manière, moi je l'ai toujours fait de manière extrêmement prudente, oui, et puis respectueuse, chacun oui, c'est ça, oui, chacun à sa place. Et puis surtout, la question de l'aide, du soutien, de l'accompagnement, c'est de tout faire pour que le travail de cet artiste, d'abord, puisse se faire trouver les moyens de la production, faire que les spectacles produits puissent être vus par le plus grand nombre, être circulés. Donc c'est un travail de diffusion qui n'est pas simple, parce qu'il y a... Justement, vous parlez de tout ça, et je voulais savoir, pour nos auditeurs, ce qui peut être intéressant aussi, c'est la part de jeunesse. On a beaucoup de jeunes ont du mal à s'implanter dans le réseau, Oui. à devenir artiste professionnel, je dis. Oui. Et justement, je voulais savoir quels conseils vous pourriez donner à ces jeunes futurs artistes, et comment on peut devenir résident ou artiste associé, comment on peut s'implanter dans cette grosse machine, dans ces grosses institutions qui paraissent bien complexes, bien loin. Oui, alors, il faut... Oui, non, c'est une question très, très difficile, très complexe, dans la mesure où
il faut faire attention à pas il faut pas brûler les ailes, il faut pas se brûler les ailes. C'est-à-dire que ces machines, ces institutions, elles sont aussi des lieux où doivent pouvoir se comparer des spectacles. Voilà, il faut pas soutenir des jeunes compagnies, les aider à se professionnaliser. C'est par exemple les accueillir en résidence longue, leur permettre d'abord d'avoir un outil de travail, un outil de répétition. Avant de se confronter au public, il faut d'abord effectivement qu'elles puissent avoir les moyens de travailler. C'est aussi leur permettre de voir des spectacles, parce qu'un des problèmes souvent, ce que j'ai pu constater, c'est le nombre de fois où des jeunes compagnies n'allaient même pas voir les autres spectacles des autres et des spectacles de référence. Je me souviens d'une discussion avec les compagnies où moi je recevais en tant que directeur des dizaines et des dizaines de dossiers de compagnies et parfois je me dis mais pourquoi on m'envoie ça à moi? C'est-à-dire que ce que je disais aux compagnies à l'époque, mais est-ce que vous avez au moins regardé ce que je fais, ce que je produis? Ça ne sert à rien de m'envoyer un dossier, ça ne correspond absolument pas. Regardez une ligne de la maison d'édition avant d'envoyer un manuscrit. Voilà, exactement. Alors, c'est pas très simple, c'est pas très encourageant ce que je raconte. C'est d'abord de réussir effectivement être là modestement dans une résidence, éventuellement participer à des stages. Est-ce qu'actuellement, il ne va pas avoir un effet de bouchon après le Covid? Terrible. Parce que tous les gens qui sont déjà implantés vont vouloir retravailler d'un coup. Bien et sûr. Les jeunes, bien sûr. Je pense que les jeunes vont être complètement mis sur le carreau. Alors déjà, en tant qu'étudiant et tout ça, on est bien d'accord, mais encore plus en tant qu'artiste. Oui, alors là, ça va être très compliqué pour eux. Oui, c'est clair qu'il y a un tel embouteillage de production qui n'ont pas pu voir le jour et que les compagnies vont bien évidemment tout faire pour essayer de... J'espère que les directeurs en charge des programmations vont peut-être quand même prendre le risque de... Et la région, elle ne peut pas créer un lieu ou quelque chose pour que les jeunes artistes ou ceux qui veulent se professionnaliser et permettre de ne pas être dans ce bouchon-là? Oui, faut pas faire de ghetto de jeunes, quoi. Non, mais là, c'est une situation exceptionnelle, on peut faire mesure exceptionnelle. Alors, oui, non. Ce qui est effectivement une proposition importante à faire, c'est qu'effectivement, chacun, et pas seulement les scènes nationales, parce que il y a dans cette région plein d'autres lieux que les scènes nationales, des théâtres municipaux, des maisons folies. Des maisons folies. C'est arriver à se produire sur le plateau d'une scène nationale. C'est un... avant ça, il y a d'autres on peut faire ses paliers. Armes dans d'autres lieux. Voilà, on peut faire ses armes dans d'autres lieux où les professionnels viendront. La question, c'est effectivement qu'il faut que les professionnels circulent, voyagent, aillent voir des choses. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je le sais. Alors, il faut imaginer que c'est pas toujours si simple, effectivement, quand on dirige une maison et qu'on a une programmation à faire, une équipe à diriger et tout, on puisse circuler. Alors, il faut aussi que dans les équipes, que les directeurs fassent confiance, délèguent à des gens qui ont aussi un regard, s'entourer de collaborateurs qui ont un regard, qui sont capables de dire « mais il faut que tu ailles voir ça absolument parce que j'ai repéré ça ». Voilà. Donc, il y a un travail de repérage, mais je reconnais que c'est dur. C'est dur et ça va l'être sans doute encore un peu plus. Voilà, Avant de terminer cette interview, je voulais savoir si vous avez eu une déception, un regret, ou à l'inverse une fierté dans votre carrière. Oula. Oui, une fierté, une vraie fierté. C'est le public de La Rose des Vents. C'est-à-dire, c'est une double fierté. C'est d'avoir réussi à créer un public extraordinaire avec de nombreux abonnés, beaucoup de jeunes. C'était sans doute un des publics le plus jeune de la région. Moi, je tiens à témoigner en tant que passeuse et en ayant accompagné nombre de générations d'élèves à La Rose des Vents, qu'effectivement la responsabilité que vous avez eue dans la construction de leur regard
est absolument unique, quoi, exceptionnel. Juste une anecdote, quand j'emmenais des élèves à Avignon, ils étaient en avance sur les autres et sur les adultes spectateurs parce qu'ils avaient eu la chance de fréquenter la Rose des Vents qui leur avait donné un regard sur le théâtre flamand, sur Jan Lauwers et d'autres. Oui. Donc merci. Et puis, pour eux. C'est aussi, aujourd'hui, quand je regarde le paysage en France, j'ai plein d'enfants. J'ai plein d'enfants qui sont chargés de relations. Enfin, voilà. En rigolant, je suis un de ces enfants parce que j'étais biberonné à la Rose des Vents. La première fois que je suis rentré dans un théâtre de ma vie, c'était à la Rose des Vents. Ah ben voilà. J'étais au lycée et voilà, j'ai grandi avec la Rose des Vents parce que je n'allais nulle part ailleurs. Puis après, j'ai découvert d'autres lieux, bien évidemment, oui. mais je suis tombé amoureux du théâtre à la Rose des Vents. Et ben, hier, le directeur du projet culturel du Centre international de langue française à Villers-Cotterêts me dit « Je suis un enfant de la Rose des Vents ». Et un des metteurs en scène considéré comme un des plus grands sur la scène européenne actuelle, qui est Julien Gosselin, Oui. à toutes les interviews qu'il donne, revendique aussi ce statut d'enfant de la Rose des Vents. Bon, voilà. Même s'il a bien sûr été élève à l'école du Nord, à l'EPSAD, oui. Mais sa fréquentation des spectacles à la Rose des Vents l'a beaucoup formé. Oui. Merci Didier pour votre présence. Je vous en Merci prie. beaucoup Didier. Un grand merci. Merci À à bientôt. vous. Au Tout de revoir. suite, Scaleni Au revoir. Tilla de Mike Patton. Scalinatella lunga, 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 strettulella, strettulella, addostacchella, innamoratella, non spunta ancora zucca, 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 zucculilla, zucculilla, pesta piarrella, scarrubatella, a domena voi tutti che cridono, a dosena pochi che stanca che agnere, scalina della saglincillo scinna mare, cercamella, trovamella, porta vacchella, sciaguratella, aquella si innamorato nubitore, capita che prepara la forastiera, e importa un bietto nudo loro cuore, e sento che m'accide stu pensiero, scalinatella longa, 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 strettulella, strettulella, addostacchella, innamoratella, non spunta ancora zucca, 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 zucculilla, zucculilla, testa piarrella, scarrubatella, a giorna partono vapore, a giorna amore mia se va t'amare. Et maintenant, c'est le dépôt de bilan d'Hugo Mézine et c'est tout de suite sur Radio Campus 106.6. Oui, bonjour Rémi, bonjour à tous. Vous le savez, ce n'est pas une période facile pour les arts de la scène. Voilà, je le verbalise, je n'ai pas peur de dénoncer, c'est compliqué. Alors je me suis demandé, mais comment faire du théâtre confiné ? Puis je me suis répondu,
Alors là, aucune idée. J'ai répliqué, bon, ça n'aide pas beaucoup, et j'ai rétorqué, pas besoin d'être désagréable, hein. Je me suis ensuite fait la gueule pendant une demi-heure avant de présenter mes excuses, que j'ai acceptées. Bref, je vais beaucoup mieux, vous voyez bien. Mais je n'ai pas de réponse à la question. La vérité, c'est que j'ai arrêté d'essayer d'en trouver, parce que j'ai fini par accepter que je vivais dans une parenthèse. Non, c'est décidé puisque rien n'est possible, alors j'arrête d'avoir des projets pour maintenant. J'arrête d'avoir des projets pour le mois prochain, je mets ma vie en pause et je reprendrai d'ici 2025 quand la pandémie sera terminée, que je pourrai faire mon métier et que TikTok sera démodé. N'en déplaise aux épicuriens de seconde zone qui ont Carpe Diem en photo de couverture Facebook. Désormais, moi, puisque mon présent n'a pas de sens, si ce n'est un sens interdit, je vis dans l'avenir. C'est pourquoi j'espère que tu ne m'en voudras pas, Rémi. Plutôt que de travailler sur ma chronique d'aujourd'hui, j'ai pris un peu d'avance et j'ai préparé l'émission du futur. Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous sommes le 14 septembre 2051. Demain, dehors, il fait 39 degrés et nous fêtons les Cornalis. Pas les Corallis, ça c'est le 18 mai, le monde ne tourne pas autour de vous les filles. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 DAB+, et en podcast sur le web, en streaming mondial et en Li-Fi via votre puce 5G intégrée. Bienvenue dans Lire Théâtre. Aujourd'hui, nous sommes à l'Olympia, à Paris, dans les vestiges d'une ancienne scène mythique devenue un laser game géant dans les années 2040. Un lieu plein de sens, car aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière, puisqu'il s'agit du 30e anniversaire de Lire Théâtre. Et c'est l'occasion de revenir sur les grands moments de l'histoire de l'émission. Alors, Lire Théâtre, c'est une aventure qui a commencé en 2021. Et oui, commencer un projet en 2021. Aujourd'hui, on en rigole. À l'époque, figurez-vous que l'émission se faisait avec des micros. En ce temps-là, les puces microphoniques n'étaient pas implantées à la naissance, on se faisait enregistrer volontairement. En 2024, vous en souvenez-vous, nous faisions une émission spéciale pour la réouverture des théâtres en France. Une époque compliquée pour nous les artistes de la scène, puisque finalement, nous avons constaté que le public avait en fait complètement oublié ce qu'était le théâtre et que les salles bien couvertes restaient vides, à part les spectacles d'Alexis Michalik bien sûr. En 2033, nous enregistrions notre première émission dans l'espace à bord du théâtre satellitaire russe. Nous avions à l'époque interviewé Julien Gosselin pour sa pièce Void, qui mettait en scène un écran filmant un écran, filmant un écran, filmant un écran, filmant un écran, filmant des danseurs en gravité zéro. En 2037, nous sommes victimes d'une polémique, Rémi, inspirée par le geste de Corinne Maziero au César de 2021. Vous aviez voulu l'imiter et vous vous êtes mis à poil dans une école primaire pour protester contre le manque de fonds accordés au théâtre jeunesse. L'initiative n'a pas rencontré le même succès. En 2041, nous émettions une émission intitulée Théâtre et balançoire qui avait rencontré un succès certain. Géraldine, vous nous y présentiez un billet bouleversant sur les dissemblances entre balançoire à pneus et balançoire à nacelle et leur impact sur la dramaturgie. Une chronique qui a fait basculer, sans mauvais jeu de mots, la vision de la communauté théâtrale à l'égard du sujet. Enfin, la semaine dernière, le 7 septembre 2051, nous recevions Manuel Valls, candidat au poste de ministre de la Culture, pour son 68e retour en politique. Nous vous accompagnons depuis 30 ans dans la découverte de la dramaturgie et nous continuerons de le faire. Et après cette rétrospective, sans plus attendre, notre invité du jour, et pas des moindres, puisque nous... Tu veux continuer à écouter Lire Théâtre en entier sans publicité ? Abonne-toi à Radio Campus Streaming Premium et profite d'heures d'écoute en illimité sans interruption. La période d'essai de 2 heures est offerte. En attendant, nous te proposons d'écouter une vieille émission gratuitement. Tout de suite, l'émission d'avril 2021. Merci Hugo. Ah là là, pour changer notre rituel de la playlist théâtrale, nous avons décidé et nous allons vous proposer de parler de nos coups de cœur, les textes et les performances qui nous ont marqués, émus même. Alors par exemple, moi, je ne sais pas si vous connaissez, mais mon premier coup de cœur, ça a été Garçon et Guillaume à table. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Géraldine. Très bien. Disponible aux éditions des Solitaires Intempestifs, ça a été le déclic pour moi. Mais franchement, ce texte m'a ému. Et j'ai su que je voulais vivre de et du théâtre à partir de cette lecture. Et en même temps sortait le film, je ne sais pas si tu t'en souviens bien. Très très bien. Le film sortait en même temps et j'avais pu avoir accès J'étais à... tout jeune. Ah ben oui, j'avais 15 ans, je pense. Et je me suis Un dit, mais enfant. c'est magnifique. Je suis encore.
Et vous, est-ce que vous, normalement, vous avez dû préparer. C'était l'exercice du jour, le devoir. C'était préparer des coups de cœur. J'ai fait mes devoirs. Alors, J'ai à fait toi, mes Géraldine, devoirs on et, t'écoute. j'ai eu envie de partager avec vous mon coup de cœur, qui est un extrait du Cendrillon de Joël Pomera. Alors, cet extrait met en scène Cendrillon, qui a enfin accepté le deuil de sa mère, et elle veut aider le prince, qui lui pense toujours que sa mère va revenir alors qu'elle est morte. Et Cendrillon essaie de le convaincre qu'il y a de toute façon un deuil à faire. Alors elle essaie de le faire bénéficier de son expérience en quelques mots très simples. Et ces mots très simples, ce dialogue entre le prince et Cendrillon, je pense qu'ils nous aident tous, lecteurs et spectateurs, à vivre nos deuils, tout simplement. Les deuils d'une époque, les deuils d'une enfance, les deuils d'un parent, les deuils d'un amour. Alors je vous lis l'extrait, simplement parce que ce que j'aime beaucoup, c'est le début où la très jeune fille, qui est Cendrillon, lui dit « Je crois que des fois dans la vie, on se raconte des histoires dans sa tête. On sait très bien que ce sont des histoires, mais on se les raconte quand même. » Le très jeune prince. « Ah bon? Je crois pas que je me raconte des histoires. » La très jeune fille. « Ben si, puisque tu te racontes que ta mère a jamais pu t'appeler depuis 10 ans. Elle va t'appeler ce soir. » Le très jeune prince. « Pourquoi ce serait pas vrai? Ma mère me fait dire qu'elle va me téléphoner, alors j'ai pas de raison de croire qu'elle va pas le faire. Si on me dit que ma mère va téléphoner, c'est qu'elle va téléphoner. »« Pardon, mais non. »« Bon, c'est pas très sympa de me dire ça, dis donc. » Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou pas, ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce soir, ta mère, pour la 25 millième fois, elle va pas te téléphoner. Et que même si elle le voulait très, très, très fort te téléphoner, elle pourrait pas te téléphoner. Parce que là où elle est, ta mère, elle n'a pas la possibilité de le faire. Là où elle est, il n'y a pas de fil pour se connecter avec les gens comme nous ici. Elle peut pas. Juste pour dire à quel point, parfois, on va pas se raconter d'histoire. C'est magnifique. C'est magnifique. Et toi, Hugo? Alors moi, je vous propose un petit texte donc, de Pierre Rep, qui est donc un grand auteur dont la spécialité était donc de bafouiller pendant qu'il lisait des textes, mais donc c'était un bafouillage calculé et c'est quand même assez impressionnant. Je vous propose donc un petit extrait. Bafouiller? Si on est bon. Bafouiller, bien sûr, mais alors bafouiller, alors que je prétends pas imiter son talent, parce que lui, c'était vraiment un bafouillage millimétré. Tu bafouilles toujours, moi, je bafouille toujours, mais je vais essayer de bafouiller à sa manière. Je m'étais promis pour commencer de vous dire une très courte fable, une petite fable de La Tonfaine, que tout le monde connaît, de Fatonlan, de mon auteur favori. Le Corbard et le Renaud, le robot, le barbeau, le cornard, cornard, on se regarde. Non, j'ai pas voulu... Je vais vous en dire une autre. Toujours de Tafon, de Laton, du même auteur, le coche et ma louche. Et ma douche. Le moche et sa couche. Le couche et miloche. Là, non, oui. Je me rends bien compte que je baillouffe, que je la biouffe, que je la fouille. Je bafouille littéralement. Je bafouille littéralement, militairement. Je me trompe. J'aime mieux vous dire franchement, je ne m'attendais à avoir, en arrivant, pas à avoir autant de monde devant moi. Tant de monde là, tout autour de toi, tout autour de Loi, et même derrière Roi, même derrière. C'est pour ça que j'ai la fente qui louche. J'ai la langue qui courche, la langue qui... Je peux plus articuler mon articulo mémé, je peux plus articulo... C'était super. Est-ce qu'on peut le lire? Est-ce que c'est édité ou pas? Alors, j'ai pas les références, malheureusement. Mais tu l'as trouvé sur Internet? Oui, sur Internet. Et puis, toutes ces vidéos sont dispo sur YouTube. Il y a plein d'archives de l'INA sur Pierre Rep. Super. Et moi, je rappelle que Cendrillon de Joël Pomera est disponible chez Babel, aux Actes Sud. Voilà, un superbe texte. De toute façon, je pense qu'on peut acheter les yeux fermés tout Joël Pomera, sans aucun problème. Tu es d'accord avec moi, Géraldine? D'accord. Moi, j'avais préparé aussi quelque chose, donc là, on n'a pas le temps, tant pis, mais c'était Rwanda 94 de Groupe Pauvre. Je ne l'ai jamais vu, j'étais beaucoup trop jeune, mais le texte est disponible aux éditions théâtrales et c'est vraiment juste magnifique. Je ne sais pas, est-ce que tu l'as vu, toi, Géraldine, le spectacle? Je n'ai pas vu le spectacle, non. Tu n'as pas vu? Il paraît que c'était juste époustouflant. Je ne sais pas, il y a peut-être des captations, je pense que oui. Il y a une captation en 4 parties sur YouTube qui est disponible gratuitement, donc super, voilà, je vous invite à la regarder. Tu viens de me l'apprendre parce que je ne le savais pas. Ce texte est ultra émouvant et fort d'actualité, hein. Vous savez que le président a demandé une commission
rapport par rapport à ce que l'implication de la France lors du génocide. Je vous conseille ce texte qui est magnifique. Écoutez, je remercie merci Didier. Merci à vous l'équipe. Et Géraldine, je rappelle qu'on peut retrouver l'ensemble de tes ouvrages aux éditions Jacques Flamand, mais pas que. Je sais que Hugo, écoute, je te dis ça à chaque émission, il est dur d'être humoriste de nos jours, encore plus durant la pandémie. Alors écoutez, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à te suivre à travers ta page Instagram et Twitter. Est-ce que tu peux rappeler le nom parce que je n'y arrive jamais, s'il te plaît. Alors j'ai une page où vous pouvez suivre tout mon travail qui s'appelle @HugoGadgetocopter, tout collé, un petit peu comme Inspecteur Gadget. Et j'en ai une deuxième qui est @La Véritable Histoire. Si vous tapez ça tout collé, vous tomberez sur une autre page que je gère où je vous raconte un petit peu l'histoire du monde, mais à ma façon, un petit peu décalée. C'est super drôle, mais vraiment, à chaque fois, je risque des publications. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Bord de scène, qui était la petite sœur, on peut dire ça comme ça, de Lire Théâtre. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram à @LireThéâtre et que l'ensemble des émissions sont disponibles sur YouTube. Lire Théâtre. À plus, et n'oubliez pas, lisez du théâtre. Ich hatte ein Wort, ein langes, selbstgezimmertes wie eine Rinne. Mit Rädern schmal, wie ein Einbaum oder etwas, das Zement leiten soll. Ein Model zwar, windschnittig und windschief, war aber meins. Ich hatte ein Wort, ein rundes, rund wie eine Orange. Es hat mitunter mitternachts den ganzen Innenraum mir erhellt. Die Frucht war nach der Natur bewachsen, einem Foto des Mondes neben dem Bett. Irgendwer hat die Bedeutung mir verdeckt. In einem Winkel ganz weit weg, auch noch versteckt. Ich hab keinen Beweis. Ein fremdes, mir sehr widerstrebend. Es wuchs eines Tages mit kleinen Köpfen beiderseits aus meiner Haut. Zu dritt dann morgens im Spiegel haben wir uns angeschaut und haben's nicht geglaubt. So unvertraut. Irgendwie hat es sich mir dann auch entdeckt. Es hielt sich nicht länger in seinem Winkel versteckt. Da war der Beweis. Winkel abgereißt.
gäb's nicht mehr Preis.